Allez, c'est parti. Bienvenue à toute la communauté. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour notre premier débat entre DIRCOM. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Fanny Viano. Je suis une ex-directrice de communication et la fondatrice de Take Your Place. Je suis partie d'un constat. Quand j'étais DIRCOM, je passais 60% de mon temps à défendre les expertises de mes équipes. Nous avons travaillé sur notre proposition de valeur, notre organisation, notre posture et ça a tout changé. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui avec Take Your Place. Take Your Place, c'est aussi une communauté de DIRCOM. Nous donnons la parole sur la place de la communication au sein des organisations et sur la position des DIRCOM en tant que partenaire stratégique. Et c'est comme ça, en fait, via notre série de portraits de DIRCOM que j'ai rencontré Patrick Chambaud, qui est à nos côtés aujourd'hui. Et nous avons, de fil en aiguille, pensé ce nouveau format débat. Donc, nous avons 1 heure ensemble aujourd'hui. Ce débat est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais vous demander donc de couper vos micros, d'activer la main pour partager vos questions et interagir. Et c'est parti, on va ouvrir notre débat avec Patrick, Armin et Antoine et ensuite lancer une conversation géante pour partager justement sur notre sujet du jour, IA et DIRCOM augmenté. Si vous êtes prêts, nous sommes prêts. C'est parti. Patrick, je te laisse ouvrir notre débat. Merci Fanny pour cette introduction. Bienvenue à tous, ravi de pouvoir échanger avec vous. Vraiment, l'objectif, comme le disait Fanny, c'est d'avoir un échange, de s'enrichir mutuellement et de monter, de créer ce premier débat ensemble. Donc, je vais me présenter. Je suis moi-même directeur de la communication. Je suis Patrick Chambaud. J'ai 25 ans d'expérience dans le métier de la communication. J'ai démarré en agence chez Publicis, Savas, et puis Saatchi également, dans quelques agences que vous connaissez peut-être, avec qui vous travaillez si vous avez des agences dans vos métiers ou dans vos organisations. Ensuite, j'ai fait du B2C chez Adidas en tant que marketing communication manager. Et puis après, le B2B chez Orange Business Service pendant quelques années, une petite dizaine d'années, sur des problématiques de télécom principalement. Et aujourd'hui dans le cloud, avec OVH Cloud qui est un champion de la tech et aussi champion européen de la tech, français et européen, avec un développement mondial et international. Donc voilà, pour me présenter en quelques minutes, et puis mon appétence aussi pour ces sujets tech et l'IA, et qu'aujourd'hui, effectivement, j'entends dans énormément de conférences beaucoup de personnes s'exprimer, de CMO notamment, on va dire dans la famille de la communication, plutôt côté marketing. Mais en discutant avec Fanny, je trouvais effectivement que le débat manquait un petit peu de voix de DIRCOM, de spécialistes de la communication, d'experts vraiment du métier, et de pouvoir effectivement se positionner en tant que business partner, mais surtout se poser des questions et échanger sur ces sujets. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui invité Armin et Antoine, chacun avec leur expertise respective et puis leur retour d'expérience sur ces sujets-là, pour pouvoir partager avec nous. Donc ravi de pouvoir échanger avec Armin et Antoine. Avant que je passe la parole à Armin, je voulais dire que mon point de vue aujourd'hui, c'est que en tant que DIRCOM, le métier est en mutation. Vous le vivez certainement au quotidien, vous avez certainement ce ressenti également. Nous avons tous connu, en fonction de nos différentes expériences, une forte digitalisation du métier, avec les années proches de la bulle Internet, hein, en 2000, et puis après l'explosion du cloud, l'arrivée des réseaux sociaux aussi en force dans nos métiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un virage suffisamment important, et une révolution qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Donc, on a tout intérêt à échanger, à partager, à s'enrichir aussi mutuellement sur ces questions-là. Et l'idée était de pouvoir en discuter. Quelques chiffres vraiment très rapidement. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette introduction, mais ce qu'on dit, c'est que le marché mondial de l'IA va faire 190 milliards de dollars en 2025, ce qui est énorme.
On dit aussi que d'ici 2030, les investissements mondiaux de l'IA générative vont atteindre 110 milliards de dollars et qu'environ 30% des tâches liées à la communication et au marketing pourraient être automatisées. Donc, ça veut dire que effectivement, on vit cette révolution en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est passionnant, mais qui peut être un peu déroutant. Et on se pose un certain nombre de questions. Quand on discute un peu avec LinkedIn, j'étais récemment à une conférence chez LinkedIn. Ils nous disent que 65% des nouvelles compétences d'ici 2030 ne sont pas encore connues dans le métier du marketing et de la communication. Ils disent aussi que 68% des emplois recherchés aujourd'hui sur LinkedIn étaient inconnus il y a 20 ans. Ce qu'on dit aussi, c'est que 20% d'utilisation de l'IA générative, c'est le taux de croissance annuel, en tout cas sur la dernière année, d'utilisation de cette IA générative, des IA génératives dans nos métiers. Donc ça pose énormément de questions sur l'automatisation, sur l'analyse prédictive, sur comment rester compétitif dans notre métier. Donc pour aborder toutes ces questions, effectivement, ce débat est là pour ça. Je vais passer la parole à Armin sur une petite introduction aussi un peu plus technologique de par son profil. Et puis ensuite, on laisse part au débat et au contenu. Armin, je te passe la parole. Merci Patrick, bonjour à tous. Ravi de voir qu'il y a autant de participants. Donc je me présente, Armin Batoumeni, moi je suis de formation ingénieur. Je suis CTO, donc directeur de la technologie en français. Puis j'accompagne aussi des investisseurs, des dirigeants, des startups sur des sujets tech et business. Donc j'ai 25 ans d'expérience dans des sujets assez vastes qui vont de l'énergie, de la télé numérique, de la mobilité, donc les green tech, et puis les sujets vraiment hardware, deep tech et industrialisation. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous donner un petit peu, plutôt que vous assommer avec des termes techniques, vous donner un petit peu du contexte et de la définition. J'imagine que dans l'Assemblée, on a différents niveaux de connaissances, mais c'est un petit peu pour poser les choses et les définir. Donc quand on parle d'IA, de quoi il s'agit? En fait, on peut définir l'intelligence artificielle comme la capacité d'un ordinateur à automatiser une tâche qui va nécessiter normalement le discernement humain. Ça désigne en fait la capacité des machines, principalement des ordinateurs, les smartphones, etc., à imiter des comportements humains complexes, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution des problèmes, la perception et le traitement du langage naturel. Donc ça repose sur des algorithmes capables de traiter des données, de les analyser et d'apprendre de ces données pour améliorer la performance et la pertinence des résultats. Donc c'est vraiment pour garder en tête qu'il n'y a rien de magique, c'est que de la quincaillerie technique, entre guillemets. Et surtout aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais en fait, c'est quelque chose qui est né il y a plus de 80 ans. Donc ça commence dans les années 40, quand les scientifiques ont cette intuition que les machines pourraient résoudre des problèmes comme des humains. Et la discipline, en fait, elle démarre formellement avec les travaux d'Alan Turing, qui est vraiment le père de l'IA, donc en 1950. Et donc, notamment avec le test de Turing, qui est encore utilisé aujourd'hui, qui permet d'évaluer si une machine peut imiter plus ou moins l'intelligence humaine. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Entre les années 50 et les années 2000, il y a tout un tas de travaux de recherche en neurosciences, notamment, donc c'est la science du cerveau, comment fonctionne le cerveau, pour pouvoir essayer de l'imiter. Beaucoup de travaux de mathématiques, notamment pour les algorithmes, des travaux informatiques pour la partie logicielle, qui vont permettre d'aboutir, en fait, dans les années 2000, à des modèles d'IA performants. Et en fait, en 2000, à partir des années 2000, il y a un certain nombre de révolutions techniques qui vont permettre d'apporter les briques qui manquaient pour que ça soit connu et utilisable du grand public. Donc déjà, dans les années 2000, apparaissent le cloud. Donc ça, c'est un terme imagé qui, en fait, fait référence aux data centers et aux serveurs qui vont permettre de stocker massivement des données de façon déportée à distance, d'où la notion un peu imagée de nuage. Et aussi les serveurs, la capacité de calcul qui va augmenter, qui va permettre de faire tourner des modèles très gourmands à distance au sein de ces data centers. Ensuite, l'avènement du web, et notamment le web 2.0, le web collaboratif, qui va permettre en fait la mise à disposition de nombreuses données via les blogs, les réseaux sociaux,
les productions vidéo, etc., etc. Et puis, bien sûr, au niveau technique, l'explosion des capacités de calcul avec des processeurs de plus en plus puissants, de plus en plus miniaturisés. Et puis ensuite, on arrive dans les années 2000, 2007 notamment, avec l'iPhone. Donc, ça va être la première itération d'un smartphone facilement utilisable par des humains, qui va permettre d'avoir un ordinateur en permanence avec soi. Les réseaux de télécommunications 3G, 4G, 5G qui vont permettre l'immédiateté de la transmission des communications entre ces smartphones, ces ordinateurs et les serveurs dans le cloud. Et puis ensuite, milieu des années 2000-2014, l'arrivée des technologies d'IA générative. Donc on va parler de LLM, Large Language Model, des transformers. C'est tout un tas de technologies qui vont permettre la partie IA générative, c'est-à-dire la capacité des machines à prendre des instructions à travers le langage naturel humain et de les transformer en code machine. Jusqu'à présent, les logiciels classiques nécessitaient un cercle d'apprentissage, un cycle d'apprentissage. Et là, grâce à l'IA générative, la machine va être capable de comprendre le langage humain et aussi de répondre d'une manière facilement compréhensible par l'humain avec une combinaison de texte, d'audio, de vidéo. Et en fait, c'est toutes ces briques-là qui vont permettre d'avoir l'IA qu'on a aujourd'hui. Et 2022, c'est vraiment l'année charnière. C'est la première itération commerciale de ces technologies avec OpenAI et les GPT et son produit commercial ChatGPT que vous connaissez tous. Donc ça, c'est un petit peu comment ça s'est constitué en 80 années. Et donc quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on va dire que c'est la moins mauvaise des définitions. En fait, c'est une définition qui est pratique, que tout le monde comprend. Mais en fait, ça reste un terme qui est trompeur parce que, en fait, il ne s'agit pas d'intelligence, mais il s'agit de traitement de données via des calculs massifs statistiques et la présentation à l'utilisateur dans une forme qui est facilement compréhensible pour l'humain. Donc, quand on va parler d'intelligence artificielle, gardez toujours en tête un certain nombre d'éléments. L'intelligence artificielle, c'est du big data, donc la collecte massive de données. C'est le choix d'un modèle d'IA qui est spécifique à une industrie, à un thème, à un sujet. Le machine learning, parce que ces données-là, elles sont données en apprentissage au modèle d'IA. Donc, comme on éduque un jeune enfant, on va lui donner des images de chats pour lui dire ça, c'est un chat marron, c'est un chat vert. Et au fur et à mesure qu'on va le nourrir avec des données, ces réponses seront de plus en plus pertinentes. Donc, big data, choix du modèle d'IA, le machine learning, et bien sûr la partie cloud, c'est-à-dire les data centers à distance et les serveurs qui vont faire tourner tous ces modèles d'IA avec une grande capacité de computation. Et puis bien sûr, la disponibilité au niveau des réseaux de communication pour donner cette impression d'immédiateté entre la requête que vous envoyez depuis vos ordinateurs et vos smartphones et le résultat. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas magique. On donne une impression d'humain parce qu'il y a une flexibilité, une espèce d'imprévisibilité des résultats. En fait, cette imprévisibilité, elle est due au fait que c'est issu de calculs statistiques. Donc, en fait, si vous faites la même requête X fois, vous aurez un résultat légèrement différent, comme un humain pourrait vous le faire. Mais en fait, ça reste qu'une machine. Et donc, c'est important de garder en tête que c'est un outil. Il faut considérer ça comme une armée de stagiaires qui travaillent pour vous. Mais l'humain reste au centre. Il faut garder la capacité d'avoir son jugement, d'apporter la sensibilité humaine par rapport aux résultats pour rester pertinent. Et ça, c'est très important dans vos métiers de directeur de la communication. Voilà, c'était une petite introduction pour qu'on pose un petit peu les choses. Cela dit, voilà, ça permet de faire beaucoup de choses et je vais passer la parole à Antoine qui va vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec le chatbot Ubi. Merci Armin, merci pour ça. Donc, moi, Antoine Flottard, j'en profite pour remercier Fanny et Patrick de m'avoir convié pour pouvoir on va dire, vous donner des exemples. L'idée, c'est ça, c'est de vous donner, illustrer le débat IA et DIRCOM. Donc, après la théorie, on va dire, avec Armin, moi, je suis là pour vous donner des exemples des applications et c'est ce qu'on va faire. Je vais me présenter brièvement, présenter
Ubi que j'ai rejoint récemment, et ensuite vous donner quelques informations sur Ubi, mais rapidement, et surtout ensuite faire un focus sur sur des exemples de cas d'application pour les DIRCOM. Voilà. Donc, Antoine Flottard, je suis basé à Londres depuis une douzaine d'années. Donc, comme Armin, j'utilise aussi des anglicismes. Dans la partie science, il y a souvent des acronymes, etc. Ça fait partie de notre langage. Je suis sales, donc commercial responsable commercial chez Ubi, que j'ai rejoint récemment. Dans mon background, mon parcours, je suis spécialisé plutôt dans les solutions SaaS qui veut dire Software as a Service, donc les solutions que l'on consomme comme un service, et dans les nouvelles technologies, et tout ça depuis un bon nombre d'années. Et avant de rejoindre Ubi, j'étais plutôt lié, alors j'étais en Angleterre, à Londres, j'étais plutôt lié à des sociétés que l'on appelle des fintech, pour Financial Technology, donc des sociétés qui fournissent des solutions software pour, on va dire, pour la finance. Et de mon côté, j'accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises, on va dire, dans leur transformation digitale. Voilà. Je vais continuer, mais juste pour abonder aussi un peu sur ce que Patrick disait à la fin de son intervention, la partie IA, qui est assez récente pour moi, mais on sait que ça peut générer pas mal de choses et de réactions chez les gens. Chez nous, chez Ubi, on le traite vraiment comme un assistant. C'est un élément, un service qui va vous aider dans votre quotidien. Et avant de présenter Ubi, voilà, je tenais juste à vous donner la thématique, en tout cas chez nous, c'est votre assistant personnel. Comment est-ce qu'il va vous aider dans votre quotidien? Il n'est pas là pour vous remplacer, il est vraiment là pour vous accompagner. Donc, quelques mots sur Ubi et quelques exemples, on va dire, d'applications hors DIRCOM, et ensuite, bien évidemment, un focus sur la partie cas d'usage DIRCOM. Et donc, Ubi est spécialisé dans les chatbots, l'IA, l'automatisation et la gestion des connaissances. Pour résumer, pour faire simple, notre solution de multi-chatbot est conçue pour automatiser les tâches répétitives, pour que les ressources, en fait, tout simplement, se focalisent sur les tâches à valeur ajoutée. Quelques exemples comme ça rapides sur des cas d'usage hors DIRCOM, parce que ça peut s'appliquer dans tous les domaines de l'entreprise, c'est ça qu'il faut comprendre, les solutions de chatbot avec de l'intelligence derrière. On parle de la partie RH, avec la gestion de vos congés, les déclarations de notes de frais, l'onboarding des nouveaux employés, également dans l'IT. La prise en charge, ça peut monter jusqu'à 30 à 60% de vos tickets informatiques niveau 0 à 2, dans le domaine des ventes, par exemple, l'aide à la rédaction des réponses aux appels d'offres. Et il y a d'autres domaines comme le juridique, la partie métier, donc la partie business. On parle de communication, bien évidemment, on va y revenir ensuite, la partie LMS. Voilà, en gros, les éléments concernant Ubi. Je vais faire un petit point et je vais vous partager ensuite mon écran pour vous montrer, pour vous illustrer en tout cas comment est-ce que cela se représente. Mais je voulais aussi chez Ubi, vous dire, voilà, voir quelle IA on utilise et comment est-ce qu'on l'utilise. Armin a fait un très bon préambule sur justement la genèse et l'historique de l'IA. Aujourd'hui, parmi l'ensemble des technologies spécifiques, il l'a mentionné, on parle du machine learning, deep learning, on va pas revenir là-dessus. Chez Ubi, on utilise principalement de l'IA générative, dans lequel on retrouve les LLM. Alors, LLM, qu'est-ce que c'est? C'est des modèles qui permettent de comprendre et de générer des textes en langage naturel. L'IA générative comprend également des modèles pour pouvoir générer du contenu. Ça, vous le savez très bien, par exemple, avec ChatGPT. On utilise également un point très important pour nous. En français, on appelle ça le traitement du langage naturel, dont l'acronyme en anglais est NLP, Natural Language Programme. Cet élément-là permet d'améliorer la compréhension et les réponses aux utilisateurs. Ces technologies-là, contrairement à ChatGPT, toute la partie génération de contenu dans les IA génératives est assez récente et sont sorties véritablement il y a simplement 2 ans, on va dire. Toutes les autres IA que l'on utilise comme le NLP, Ubi l'utilise depuis plus de 2018. Donc, c'est véritablement, voilà, c'est des choses qui sont plus anciennes, qui ont eu le temps d'être travaillées. Et véritablement, chez Ubi, on a dû faire avec ce qui était disponible au niveau technologie. Et donc, bien évidemment, on a pu embarquer la partie IA générative avec la partie contenu depuis 2 ans dans nos solutions. Donc, comment est-ce qu'on utilise
ensuite Ubi. Je vous partage mon écran, j'espère que normalement ça devrait fonctionner. Comment est-ce qu'on l'utilise? Pardon? Ah non, Joël, elle a bougé maintenant. Donc, on l'utilise principalement à 2 endroits. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de notre solution, mais aujourd'hui, cette plateforme, donc on parle d'un chatbot, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment des bases de connaissances que l'on va créer à partir de la connaissance de l'entreprise, à savoir donc la connaissance interne, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou de la connaissance spécialisée. Connaissance spécialisée, ça peut être des thématiques type RGPD, la conformité, etc., des sujets très précis. Et pour créer en fait ces bases de connaissances, on va utiliser une IA générative. Alors, on va l'appeler, on va dire qu'elle est privée dans le sens où elle est sur un environnement dans le cloud, mais elle n'est pas, toutes les informations de votre entreprise vont être intégrées dans ces bases de données par domaine, mais elle ne se retrouvera jamais sur le domaine public. Ça, c'est un élément très important. Et donc, c'est la capacité à aller chercher vos documents, vos contenus, tous les éléments de votre entreprise et d'en faire des bases de connaissances que l'on va utiliser ensuite. Et donc, sur la partie, l'interaction avec le chatbot pour la partie question-réponse, pour l'interaction question-réponse avec l'utilisateur, la plateforme va d'abord s'appuyer et chercher les réponses dans les bases de connaissances, donc, dont on vient de parler, dans des scénarios. On peut le voir à la fin, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un scénario, c'est-à-dire des workflows prédéfinis sur lesquels on va pouvoir guider l'utilisateur pour aller pour lui répondre et ou quelque part être sûr de répondre à ses attentes. Et le dernier point, où est-ce qu'on utilise l'IA générative? En débordement avec des données autogénérées, qui, elles, du coup, donc ça, c'est le 3 éléments dans l'interaction que l'on a avec l'utilisateur. On utilise l'IA générative, un ChatGPT par exemple, ou un autre, il y en a beaucoup aujourd'hui disponibles, pour pouvoir répondre, si l'on peut, de la meilleure des manières, à l'utilisateur. Voilà. Donc, après ces éléments-là, je vais vous... alors, j'en profite pour... Je vais vous montrer, voilà. On va passer sur des cas d'usage. On a sélectionné 2 cas d'usage parmi ceux que je vous présente. Et ensuite, je pourrais vous montrer un peu plus une illustration sur la solution. Donc, les cas d'usage, je vais vous donner un contexte, des exemples d'applications et quelque part des bénéfices. Le premier concerne l'amélioration. Alors, j'espère que normalement, ça devrait vous parler. L'amélioration des campagnes de communication interne. Donc, en interne, l'adhésion des collaborateurs au projet et aux campagnes est essentielle pour les succès. Le chatbot peut transformer la communication en rendant les échanges plus interactifs et plus engageants. Donc, quelques exemples d'applications. La centralisation des informations. Aujourd'hui, les collaborateurs peuvent demander directement au chatbot des informations sur une campagne en cours. Donc, l'idée, c'est l'utilisateur est en train de regarder une communication qui a été faite en interne, par exemple, et il a des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut s'adresser directement via le chatbot et poser ces questions-là, et il aura les réponses directement. Je pense que ça apporte et ça donne du poids à vos communications et voilà, ça peut tourner autour de l'objectif, des prochaines étapes, des ressources disponibles, etc. Donc, on est capable de répondre à ces demandes en temps réel. On peut également faire des sondages en temps réel. Le chatbot peut poser des questions aux collaborateurs sur leur ressenti par rapport à une campagne. Ça peut être autour de la satisfaction par rapport à la newsletter et les réponses peuvent être synthétisées automatiquement pour évaluer l'impact et quelque part, vous pouvez ajuster les actions derrière en retour. Un autre exemple d'application, alors en anglais, la gamification, tout ce qui tourne autour du jeu ou des quiz, autour des valeurs de l'entreprise, des projets en cours que vous pouvez également utiliser par les chatbots. Donc, pour revenir sur les bénéfices associés à ce cas d'usage, vous allez pouvoir gagner du temps pour en tout cas, vous allez pouvoir gagner du temps pour les communicants en automatisant les réponses aux questions internes récurrentes, apporter du feedback immédiat pour les campagnes en temps réel ou améliorer l'engagement des équipes grâce à des interactions dynamiques. Donc, ça concernait le premier cas d'usage, je crois que l'on voit sur la gauche. Ensuite, le deuxième que je vais vous présenter, donc l'optimisation des événements. Les événements, que ce soit des conférences, des webinars, des salons, nécessitent souvent, vous le savez très bien, une logistique précise, une communication fluide. Les plateformes de chatbot peuvent vous automatiser, en tout cas celle de Bi, peut automatiser plusieurs tâches liées à l'organisation avant l'événement.
donc dans les exemples d'application, avant l'événement, à la gestion des inscriptions via des formulaires intégrés dans le chatbot, dans la réponse automatisée aux questions fréquentes des participants concernant les détails, les lieux, les horaires, etc., ou l'envoi de rappels personnalisés concernant l'événement lui-même. Pendant l'événement, il y a aussi un accueil virtuel qui peut être mis en place pour guider les participants, ils ont des instructions claires sur les salles, etc. Ou sinon, la gestion d'imprévus. Ça, on peut toujours arriver, donc mettre en place des notifications en temps réel pour les accompagner. Et après les événements, c'est plutôt une partie collecte des impressions via des sondages, par exemple, ou l'envoi d'un récapitulatif des présentations de manière personnalisée. Donc, pour résumer ça au niveau en tout cas faire un point sur les bénéfices, l'idée, c'est d'apporter une expérience client améliorée grâce à une communication plus fluide et réactive, une meilleure organisation grâce à l'automatisation des tâches chronophages et une fidélisation des participants par un suivi efficace après les événements. Et donc, juste pour terminer mon intervention, voilà, en fonction des cas d'usage, donc là, on reprend les différents cas d'usage que l'on vient de voir, donc la communication interne. Le déploiement d'une solution de chatbot peut se faire sur vos interfaces internes type vos SharePoint, sur votre Teams, mais aussi sur votre site web. Bien évidemment, tout dépend de l'usage que vous allez en faire, mais aussi sur un mobile. Là, c'est typiquement l'exemple d'un mobile où l'utilisateur pose des questions, il a donc ses réponses qui lui sont données. Et on peut des questions réelles et voilà, vous avez des réponses réelles qui peuvent être données. Et ça, voilà, pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, concernant la partie événement, et on avait un autre cas d'usage concernant la situation de la gestion de crise. Voilà. Et je termine juste, voilà, qu'est-ce que c'est que vous avez déjà vu des chatbots, mais chez Ubi, vous avez toujours cette petite bille en bas à droite, vous l'ouvrez, si je la relance, que je l'avais ouverte tout à l'heure, elle va vous prompter, voilà, elle vient vous dire bonjour. Tout ça est paramétrable, configurable, votre logo d'entreprise, tous ces éléments-là. Et vous allez guider l'utilisateur. Si vous êtes dans un environnement type Teams, etc., il va vous reconnaître, donc il va vous dire bonjour Patrick ou bonjour Fanny. Et ensuite, les éléments que vous voyez en jaune sont des éléments, ce qu'on appelle de scénarios. Donc on prédéfinit des workflows, on en a parlé tout à l'heure, qui permettent de répondre à l'utilisateur. Voilà pour cette partie d'exemple et d'applicatif sur ce que l'on peut faire avec l'IA pour les DIRCOM. Merci. Je vous repasse la main. Merci Antoine, et effectivement pour ces cas très très concrets. Quelques points aussi avant de passer aux questions et à la partie débat sur la deuxième partie de la conférence. On aura vraiment 30 minutes ou un peu moins, mais une bonne trentaine de minutes sur les questions-réponses et sur le Q&A. Armin, tu avais soulevé un certain nombre de risques aussi, ou un certain nombre de préoccupations et d'enjeux qui sont assez importants, hein, finalement, que tout le monde n'a pas en tête. Hein. Je pense qu'il y a les enjeux métiers dont on parlera un peu après sur notre communauté de directeurs de communication, mais des enjeux plus globaux, plus sociétaux que tu voulais aussi exposer, qui sont assez importants. Ouais, merci Patrick. Voilà, comme Antoine vous a présenté, voilà, on a beaucoup de belles utilisations de l'IA. C'est vraiment un outil qui est super. Mais c'est intéressant, même si vous n'avez pas des fonctions techniques, de savoir ce qui se passe en arrière-boutique et savoir ce qui se passe sous le capot. Parce que quand on utilise l'IA, en fait, il y a un certain nombre de sujets auxquels il faut penser, notamment l'impact environnemental. Parce que l'IA, et notamment l'IA générative, ça a un gouffre en fait énergétique avec le paradigme qu'on a aujourd'hui. En termes de consommation, si on compare par exemple une requête classique sur ChatGPT par rapport à une requête sur Google, on a un rapport x10. Donc on a 3 Wh contre 0,3 Wh sur une requête Google. Donc 3 Wh, c'est à peu près la consommation d'une lampe pendant une heure, d'une lampe LED, donc une lampe économique. Donc en fait, quand vous faites une requête ChatGPT, vous consommez 10 fois plus d'électricité qu'en faisant une requête Google. En termes de consommation électrique, en 2022, la consommation globale internationale de l'IA, c'est à peu près 2% de la consommation électrique mondiale. 2% de la consommation électrique mondiale, c'est la consommation de la France sur toute l'année 2023.
c'est pour vous donner un petit peu des rapports. Par exemple, sur les prévisions qu'on fait à 2030, c'est un triplement de cette consommation. Donc, si on prend par exemple les États-Unis, aujourd'hui, ça représente 3% de leur consommation électrique annuelle, et en 2030, ça représentera 8%. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment colossaux. L'IA, c'est aussi de l'émission de CO2. Quand on entraîne un modèle de langage comme celui de Bloom, en fait, ça représente l'empreinte carbone d'un Français pendant toute une année. Donc, en fait, l'IA aujourd'hui, dans la technologie qui est utilisée, c'est-à-dire faire tout tourner sur le cloud à distance, si je prends un peu l'image de l'automobile, on se retrouve un petit peu dans les années 1900, quand on avait des voitures qui consommaient 30 à 40 litres au 100, et qu'en fait, on s'en servait joyeusement parce qu'on était quelques-uns à utiliser cette technologie, on ne se posait pas la question sur la consommation électrique. Donc, comme l'utilisation va s'internationaliser et se globaliser, il est important d'avoir cette notion. C'est un petit peu, si je prends l'image de l'automobile encore, c'est un petit peu comme si pour vos déplacements, quel que soit le type de déplacement, pour acheter une baguette ou pour aller en vacances, vous utilisiez un semi-remorque très consommateur d'énergie. Donc, on voit très bien que ce modèle n'est pas soutenable tel qu'il est architecturé aujourd'hui. Et donc, déjà dans votre pratique, il faut vous dire à quel moment j'ai vraiment besoin de recourir à l'IA générative plutôt que des requêtes simples. Donc aussi la notion de frugalité. Mais bien sûr, tous les techniciens que nous sommes travaillons là-dessus. Donc il y a plusieurs axes en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'IA pose un gros problème d'énergie. Donc l'IA, assez contre-intuitivement, c'est l'avènement du nucléaire qui revient en force. Donc, les grosses sociétés technologiques, ce qu'on appelle les GAFAM, investissent massivement dans le nucléaire et dans le nucléaire proche des data centers. Donc, il y a des risques de prolifération de mini-centrales nucléaires près des data centers. Les data centers, c'est fortement consommateur de données, mais aussi d'eau pour refroidir tous ces ordinateurs qui chauffent en permanence. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Il y a beaucoup d'investissements. Par exemple, aujourd'hui, Amazon est le premier client, c'est le premier acheteur en fait d'électricité renouvelable dans le monde. Ils investissent massivement dans des startups dans la fusion nucléaire et la fission nucléaire, justement pour avoir ces mini-centrales électriques proches des data centers. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. On essaie d'optimiser la consommation auprès des data centers. On essaye de mettre les data centers dans des zones froides pour utiliser moins d'électricité pour refroidir les data centers. Et puis, on est aussi en train de changer progressivement de paradigme. Donc aujourd'hui, on a une IA qui tourne essentiellement sur le cloud. De votre smartphone, vous faites la requête va sur le cloud, elle est exécutée, elle revient vers vous. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de changer de paradigme et de venir vers, on va dire, l'edge computing, c'est-à-dire l'exécution de l'IA dans la mesure du possible en local sur votre smartphone. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est que 80% de vos requêtes IA peuvent être exécutées avec la puissance de calcul d'un téléphone ou d'un ordinateur en local. Et pour les 20% restantes, on utilise la méthode classique, on va sur le cloud, où on a besoin de beaucoup plus de capacité de calcul. Donc aujourd'hui, pour un exemple très concret que vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous avez des smartphones, vous avez entendu parler d'Apple Intelligence. Donc l'idée, c'est de se dire, on va augmenter la capacité de calcul des processeurs et on va faire en sorte de faire des modèles d'IA beaucoup plus petits, beaucoup plus dédiés, qui vont tourner en local. Donc, sur le modèle, par exemple, d'Apple Intelligence, avec Siri, en fait, vous allez faire vos requêtes. Et quand il va voir qu'il ne peut pas le faire en local, il va aller sur le serveur. Donc, ça va permettre de réduire drastiquement l'énergie. Pour donner des proportions, par exemple, rien que chez Apple, on a environ 2,2 milliards de devices Apple, donc Mac et iPhone. Il y a à peu près 1,5 milliard d'iPhone en circulation dans le monde.
Ça représente à peu près 10% des ordinateurs dans le monde. Donc, quand on peut réduire 80% de la capacité de calcul sur le cloud, vous voyez bien que c'est des enjeux qui sont assez importants. Donc ça, c'est un petit peu pour l'énergie. Donc, il y a une transformation. Il y a du coup une grande compétition qui est en train de se mettre en place sur tout ce qui est semi-conducteur, donc la capacité à architecturer des processeurs de plus en plus puissants, de plus en plus, économes en énergie. Donc l'IA, c'est aussi un sujet géopolitique sur l'énergie et la capacité à faire des processeurs, des semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, comment est architecturé un petit peu le monde de la tech là-dessus? C'est que beaucoup de processeurs sont designés par des boîtes occidentales, donc ARM en Angleterre, Intel, etc. Et par contre, elles sont fabriquées à 60% à Taïwan. Donc Taïwan Semiconductor a 60% de la production des processeurs de l'informatique actuelle et 15% chez Samsung. Donc 75% des puces qui sont fabriquées dans le monde sont fabriquées à Taïwan et en Corée du Sud. Donc il y a des gros enjeux politiques aujourd'hui, si vous voyez des tensions entre la Chine et les États-Unis à cause de Taïwan, c'est aussi en partie pour ça. Parce que, par exemple, si les Chinois mettent la main sur Taïwan, donc sur TSMC, eh ben, stratégiquement, ça pose un gros problème. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains font des embargos aux Chinois sur l'utilisation des technologies de TSMC à Taïwan pour justement en fait, les ralentir dans leur course à l'IA. Donc quand on parle de l'IA, c'est de la géopolitique de l'énergie, de la géopolitique du semi-conducteur et aussi l'avènement de l'IA dans le militaire. Aujourd'hui, vous entendez parler de la guerre en Ukraine qui met en avant toute la nouvelle guerre des drones. Les drones, c'est de l'IA pour faire de la navigation, de la reconnaissance de cibles automatisées. Donc, beaucoup de puces, beaucoup de technologies. Donc, les enjeux sont assez massifs. Ensuite, d'autres choses auxquelles il faut aussi penser, c'est les notions d'éthique et de biais algorithmique. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'IA, c'est le big data, le machine learning et puis le cloud. Bah, en fait, aujourd'hui, les technologies sont développées essentiellement aux États-Unis et en Chine. Ce sont les gros acteurs. Donc, il y a un risque de biais culturel parce que ces IA sont entraînées essentiellement par des jeunes ingénieurs de la Californie qui ont un esprit libéral, un peu libertarien, et de l'autre côté, le modèle chinois un petit peu autocratique. Donc, il y a aussi des enjeux de se dire comment on fait attention que tous ces modèles d'IA sont aussi entraînés au niveau culturel d'une façon beaucoup plus globale, et notamment en adressant beaucoup plus de langues que l'anglais, les langues européennes. Donc il y a des projets comme Bloom, par exemple, dont le but est d'adresser beaucoup plus de langues, notamment des langues indiennes, des langues africaines, etc. Donc voilà, un sujet un peu sur les biais cognitifs, parce que ce que vous donnez à manger au modèle d'IA est caractéristique de l'humain avec tous ces biais cognitifs. Donc il y a aussi un risque et un danger là-dessus. Il faut penser aussi à la notion de privacy et puis de fuite de données. Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a un engouement pour l'IA parce que tout le monde se rend compte de la puissance et la capacité de ces outils. Mais le rôle des responsables IT, je sais qu'on en a dans l'Assemblée, hein, salut Francis, va être assez important parce que quand vous allez donner les données d'entrée, donc vos slides, vos campagnes marketing, etc., pour vous générer un certain nombre de résultats, il faut faire attention à qui vous les donnez, parce qu'une appli comme ChatGPT, c'est un modèle d'IA public qui appartient à OpenAI, et donc rien ne vous garantit de ce qui est fait de ces informations. Donc il est important d'utiliser des modèles d'IA en entreprise qui ont été validés par vos services IT, par exemple comme Ubi, qui va être configuré dans un cadre très normé. Et donc, pour finir aussi, la conclusion, c'est l'IA
Aujourd'hui, on va vous dire que dans 4-5 ans, ça sera l'avènement de l'AGI, de l'Artificial General Intelligence, c'est-à-dire une IA qui va savoir tout faire, qui va savoir parler de tout. La vérité, c'est que ça, c'est beaucoup de marketing. Et en fait, on est plutôt en train de s'orienter vers du ASI, donc Artificial Specific Intelligence, donc des modèles d'IA très ciblés pour des utilisations très particulières et aussi qui vont consommer de moins en moins d'énergie. Voilà, je m'arrête là, c'est un sujet très très vaste, on pourra en parler pendant des heures, mais c'était pour un peu vous sensibiliser sur ce qui se passe un peu derrière le capot et que, contrairement à ce qu'on peut croire, on est en train de passer dans des technologies qui sont pas du tout favorable à la lutte contre les problèmes climatiques. Voilà. Merci Armand. Merci Armand. Je te repasse la parole, merci. Fanny, pour les questions. Oui, exactement. On va pouvoir laisser place au débat. Merci pour ce décryptage et également pour ces cas d'usage. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de collecter toutes vos questions et surtout d'échanger entre nous. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, l'IA? Quelles sont vos préoccupations? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager? Quelle première réaction, question ça suscite chez vous? Je vous propose d'activer la main pour pouvoir, avant de prendre la parole, et ensuite de lancer votre question, réaction, partage d'expérience. C'est parti, notre conversation géante peut commencer. Qui se lance? Alors, est-ce que je vois des mains levées? Il y a Élodie Octerno qui a sa main levée, mais qui n'a peut-être pas descendu depuis tout à l'heure. Élodie, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Elle a baissé sa main. On a des timides? Ah, Sébastien. Sébastien l'a vu. Ok, voilà, c'est parti pour les questions. Moi, je crois qu'il y a un média de communication qui est hyper puissant aujourd'hui, c'est le service après-vente. J'ai testé ToutWi de la SNCF, qui est un chatbot avec une intelligence artificielle derrière. Et j'ai eu vraiment une expérience incroyable, c'est-à-dire qu'il a tout compris, il a tout structuré, il a tout synthétisé et il l'a envoyé à des humains qui derrière m'ont remboursé une partie de mon billet parce que le problème était extrêmement complexe. Et je voudrais avoir l'avis peut-être des participants sur peut-être d'Antoine, hein, mais aussi des autres, hein, sur cette interaction qui aujourd'hui je trouve fondamentale. C'est la relation utilisateur et l'expérience utilisateur une fois qu'il a acheté le produit et l'accompagnement qu'il peut avoir via ce type de chatbot vraiment intelligent pour le coup. Parce que les chatbots au départ c'était l'horreur pour moi. En tout cas, je crois que c'était vraiment, c'était plutôt des stupidités artificielles. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment avec l'IA un progrès net. Est-ce qu'il y a des retours de participants, ou sinon je lance peut-être Antoine sur ce sujet-là, s'il y a des participants qui veulent partager sur ce sujet. Antoine? Oui, non, je peux faire une réponse assez courte là-dessus, mais on est bien d'accord que un chatbot tout seul, effectivement, c'est bête, c'est stupide, ça fait pas grand-chose. Ce qui est très important, c'est comment est-ce que vous allez le nourrir en fait? Qu'est-ce que vous allez donner comme information? Et on parlait de connaissances derrière, et c'est ça l'élément, je pense, le plus important. Il peut avoir accès à la connaissance de l'entreprise, il peut avoir accès on peut lui donner des scénarios, donc on lui prépare quelque part les workflows, les interactions qu'il va avoir, et c'est des interactions oui, qui sont bienveillantes vis-à-vis de la personne qui interagit avec elle. Et donc, quelque part, c'est répondre aux problèmes, aux problématiques, aux questions qu'on lui pose. Et voilà, je disais qu'en déport, on a aussi l'IA générative, mais
je dirais qu'on gagne l'échange et on apporte vraiment une réponse satisfaisante pour la personne qui l'utilise si jamais le travail en amont a bien été fait quelque part. Et effectivement, c'est grave. Et je disais, l'IA générative nous aide à construire ces bases. Et aujourd'hui, il y a les interactions, le NLP, l'interaction entre la machine et l'utilisateur, la compréhension du langage de l'humain, etc. Tout ça, c'est énormément développé ces 4-5 dernières années. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, un chatbot, il y a 5 ans, il était pas très intelligent et on pouvait s'énerver parce qu'il nous amenait pas à grand-chose et qu'aujourd'hui, oui, il nous répond à des vrais cas, il nous apporte quelque chose, il permet de régler des problèmes, de faire en sorte que les choses répétitives voilà, puissent être traitées et automatisées. Et quelque part, ça peut apporter à une entreprise, ça peut apporter à une organisation, ça peut apporter à des... on parlait du customer service derrière, etc. Donc oui, c'est des très bons cas d'exemple. Ouais. Et qui deviennent effectivement de plus en plus courants maintenant. Merci. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Juliette a sa main levée. Ensuite, je vois Patrick, Mélanie. On va commencer par Juliette. Juliette, si tu veux nous poser ta question, lance-toi, c'est parti. Merci de me donner la parole. Alors oui, moi j'avais pas mal de questions, mais d'abord je voulais vous remercier pour notamment l'alerte en fait que vous avez faite sur le sujet de la consommation d'énergie, etc. Je dirais d'ailleurs que c'est vraiment un sujet pour le coup que je découvre aujourd'hui. J'en avais absolument pas conscience. Je pense que j'ose espérer que je suis pas la seule. Mais alors, du coup, je suis hyper embêtée parce que est-ce que d'abord c'est quelque chose qui est connu ou parce que finalement à chaque fois l'IA on entend parler par tout ce que ça peut apporter ou sous l'angle tout va remplacer l'humain, etc. Mais j'ai quand même l'impression que alors qu'aujourd'hui on est quand même sur des enjeux de transition énergétique, etc. Et finalement vous dites qu'on revient au nucléaire, enfin c'est lunaire quoi. Voilà, donc c'est juste on fait quoi, enfin comment on fait, et je pense comment on fait même parce qu'aujourd'hui l'IA, moi aussi, par exemple quand j'ai envie d'essayer un truc pour voir quoi ce que ça donne, ça veut dire qu'en fait je suis en train de jouer, mais à côté de ça je trie mes déchets quoi. Donc c'est quoi C'est exactement ça. Vraiment c'est tellement dingue. Donc il y avait cette remarque-là et c'est vraiment cette question parce que je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas du tout conscience de ça, les entreprises, en plus, vont être de plus en plus amenées à avoir à devoir rendre des comptes sur leur politique, la CSRD, etc. Enfin, donc, et en parallèle de ça, on va dire, mais par contre, voilà, on va généraliser beaucoup plus l'utilisation de l'IA. Bah, tiens, tu fais un événement, bah, tu te sers de l'IA. Enfin, voilà, donc c'est comment on fait pour grandir, avancer, s'en servir effectivement comme d'un outil qui aide, mais qui en même temps, j'ai envie de dire, ça sert à quoi de continuer à trier ses déchets, à ne pas utiliser de voiture, voilà, alors qu'en fait, vous êtes en train de parler de nucléaire, quoi. C'est un peu, il y avait ça comme question. Et après, c'était aussi nous, en tant que DIRCOM, responsable com, concrètement, aujourd'hui, on fait comment pour se former, parce qu'on dit, il faut se former, il faut ceci, il faut cela. OK, mais qui nous accompagne là-dessus, qui nous forme sur ces utilisations et notamment sur tous les risques en matière aussi, du coup, en matière éthique que vous avez abordé tout à l'heure et en matière juridique, parce qu'en en matière de RGPD, etc., on est censé aussi être garant par rapport à ça. Donc, voilà, je suis désolée, c'est pas très clair, peut-être je livre un peu de tout en vrac, mais c'est tout ça, moi, que ça évoque. Voilà. J'essaie de répondre rapidement. Ouais, tout à fait. Vas-y, Armand. Donc, Juliette, oui, je sais, c'est très frustrant. Donc, les poubelles jaunes, les poubelles vertes, bon, je suis désolé. Mais non, en fait, ce qui est vraiment important, c'est déjà d'en avoir conscience et puis de le faire savoir. On est toujours un peu confronté par rapport à la technologie. C'est toujours, comme on est capable de le faire, pourquoi on va se freiner de le faire? On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est un peu les enjeux. C'est-à-dire que si des gens sont dans la retenue,
d'autres vont le faire à leur place. Donc, du coup, il y a très peu de chances que ça s'arrête. Donc, de toute façon, l'IA va continuer à se développer parce que les outils sont performants. Il y a des choses qui vont se réguler de toute façon toutes seules, puisque ces boîtes-là sont des sociétés, ce ne sont pas des ONG. Donc, de toute façon, elles vont répertorier leurs coûts vers l'utilisateur. Donc, les coûts énergétiques, etc., vont se répertorier. Elles ont aussi intérêt à réduire ces coûts. Donc, elles ont intérêt à être plus frugales dans leur modèle d'IA. Donc, les gens déjà travaillent dessus. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de travaux de recherche sur réduire, optimiser l'IA, optimiser l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est aussi ça qui consomme de l'énergie. Quand on crée un modèle d'IA, l'apprentissage consomme. Donc, optimisation des modèles. Et surtout, tout à l'heure, je parlais du edge computing, c'est-à-dire le fait que sur les smartphones, on va faire tourner de plus en plus la majorité de l'IA pour le grand public. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'on va consommer un peu plus sur son smartphone, qu'on va être obligé de le recharger beaucoup plus souvent. Il faudra faire le ratio entre ce qui n'est plus consommé sur le cloud versus combien de temps on doit recharger son téléphone. Mais il y a aussi des travaux sur l'optimisation de l'énergie consommée dans un téléphone. Donc, c'est un problème réel. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut en être conscient. Donc, ça, c'est pour un peu la partie énergétique. Sur la partie éthique et de se former, déjà, on donne ces informations pour la prise de conscience et de se dire, voilà, quand je fais quelque chose, je n'avais pas conscience de ce qu'il y a sur le capot. Et peut-être que maintenant, si j'utilise l'IA en entreprise, je vais quand même me renseigner auprès de l'IT, des responsables cybersécurité, des responsables RGPD, dans quelle mesure je peux mettre à disposition ces données à l'IA que j'utilise, qu'il soit grand public. Donc, c'est pour ça que je parlais vraiment du rôle des responsables techniques dans l'entreprise. Et puis après, c'est la best practice, c'est-à-dire se former et puis juste avoir du bon sens, en fait. Se dire, si je me promenais dans la rue, est-ce que je pourrais parler de ces sujets à la première personne venue? Non. Donc, je construis un certain nombre de réflexes dans l'utilisation de l'IA. Et pour la frugalité, c'est très compliqué parce que ces outils sont tellement intéressants qu'on n'a pas envie de se freiner parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais voilà, il faut faire aussi confiance un petit peu à la techno. Et je pense que dans les prochaines années, on aura des modèles un petit peu moins consommateurs d'énergie. Mais voilà, il faut bien en avoir conscience et surtout faire passer le message. C'était juste aussi parce qu'il y a quand même les enjeux à horizon 2030. Et en fait, là, on est quand même juste fin 2024. Donc, finalement, vous dites que ça va peut-être s'arranger, mais il y a très peu de temps pour que ça... Enfin, voilà. Très honnêtement, pour l'instant, ça ne va pas s'arranger. Bon, voilà. Merci. Merci Armin pour cet optimisme. Il nous reste quelques minutes. Eric Lorenz avait une question également. Et puis ensuite, Mélanie aura également une question pour clôturer ce débat. Eric, c'est à toi. Oui, merci. C'est parti. Merci bien. Alors d'abord, merci beaucoup Fanny pour l'organisation de cet événement. Et puis, perso, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Eh bien, merci. On va justement, ça me permet de rapidement vous dire, je viens de vous écrire un petit message sur la conversation. Si vous êtes chaud pour un deuxième débat, mentionnez-le et donnez-nous vos idées de sujets pour que ce soit le plus utile pour vous au quotidien. Merci, je referme la parenthèse. Sur la question de la frugalité, moi je pense que effectivement la question, il y a un vrai souci dessus, mais qui va se multiplier par 3, ça me semble très très modeste. J'ai entendu par 3 tout à l'heure, mais ça me semble vraiment modeste. Parce que quand on voit que aujourd'hui, avec Perplexity, avec le web search de ChatGPT, je suis désolé, mais je l'ai encore utilisé, je pense que je l'ai encore utilisé hier soir pendant l'apéro avec des amis. Tu tapes une... Non, mais c'est vraiment... Tu tapes une requête, il va pour toi surfer sur des dizaines de pages,
et il te fait une synthèse que tu as, dont tu peux t'emparer en en 30 secondes, quoi. Et quand on voit aujourd'hui que Copilot arrive dans toutes les suites Microsoft chez des utilisateurs qui finalement n'auraient peut-être pas pris l'initiative d'utiliser l'intelligence artificielle, il y a une volonté qui est compréhensible, hein, d'OpenAI par exemple, mais pas que d'eux, hein, de Google, de commercialiser à fond leurs investissements et puis leurs nouveaux outils. Donc je pense qu'on a du souci à se faire effectivement au niveau de la planète. D'ailleurs, ça peut être un des cas concrets du petit frère de ce débat, c'est-à-dire concrètement, nous, les DIRCOM, responsables de communication, comment on utilise l'intelligence artificielle dans nos pratiques quotidiennes. On n'aura pas le temps, on part tout de suite sur les débats de société, je pense que c'est un peu logique. Et puis comment on peut l'intégrer dans nos politiques RSE au niveau de nos organisations, ça peut être intéressant. Ça m'intéresse d'autant plus pour moi qui travaille dans le secteur social et médico-social avec des fortes valeurs humanistes qui sont mises en avant. Pour revenir sur les chiffres que reportait Patrick tout à l'heure, avec l'accélération folle des chiffres de LinkedIn, avec dans 20 ans des métiers qui sont pas connus en fait aujourd'hui. Moi, ça m'interpelle ça. Vous avez résumé l'utilisation, je crois que c'est Armin qui l'a résumé comme ça, le fonctionnement de l'intelligence artificielle comme un ensemble d'algorithmes finalement relativement simples qui fait beaucoup de calculs statistiques sur des bases de données qui sont monstrueuses. Ça paraît super simple, mais en même temps, ça me fait penser au fonctionnement humain, en fait. Ça me rappelle un peu Système 1, Système 2, que vous connaissiez sûrement de Daniel Kahneman. On peut aussi modéliser, simplifier notre fonctionnement et notre esprit de façon très très simple, mais ça ne rend pas compte de tout ce qu'on peut faire, de tout ce que ça peut donner avec, et je trouve aujourd'hui que c'est énorme. Au niveau de mon expérience personnelle, donc je suis responsable communication dans une association médico-sociale, 400 salariés, 450 salariés. J'ai commencé à utiliser ChatGPT en 2021, fin 2021, donc il y a un petit moment. Je me suis formé peu à peu. C'est un petit peu aussi un tour d'esprit d'aller chercher une curiosité, on va dire. Il y a des gens comme Ludovic Salène, qui propose des formations en ligne et beaucoup de contenu vidéo autour des intelligences artificielles. Pour se former, je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'académie aujourd'hui sur une discipline qui commence juste à être utilisée, hein, et qui commence juste à arriver dans nos mains, quoi. Même si je me tourne vers Antoine, c'est vrai qu'il y a des utilisations qui sont plus anciennes déjà, hein. C'est peut-être le cas chez Ubi, c'est le cas chez Salesforce aussi. On sait que l'intelligence artificielle débarque pas seulement maintenant dans nos métiers, même si on la voyait moins, parce que justement on ne pouvait pas l'utiliser directement. Aujourd'hui, je l'utilise pour faire quoi? Par exemple, des transcriptions automatiques. Peut-être que c'est ce que tu vas faire, Fanny, après ce débat, puisque je vois que tu enregistres. Peut-être tu vas avoir une transcription automatique qui va te permettre de faire du bon contenu résumé, catégorisé très rapidement. J'utilisais par exemple pour préparer des articles, des résumés, des comptes rendus à partir de ces descriptions, pour découper des interviews. Quand on a 11 heures, 12 heures d'interviews à découper, et réduire ça sur une vidéo de 15 minutes avec un sens particulier,
Moi, ça m'a fait gagner des heures et des heures, par exemple, sur des interviews en communication interne. J'ai pu transcrire, aller chercher ce que je voulais, et puis avec les outils d'Adobe, faire du montage sur la base du texte très facilement, en fait. Enfin, très facilement. Beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu faire avant. C'est des dizaines d'heures qui sont économisées comme ça. Utilisation aussi pour moi sur la base de PDF, nos gros documents associatifs, notre nouveau projet, bon, qui n'est pas très gros non plus, mais qui est dense, qui permet d'aller chercher et même de générer du texte à partir de contenu qui nous appartient. Et bien sûr, c'est amélioration de la qualité et puis de la rapidité d'écriture, par exemple, d'articles, mais aussi utilisation sur les brainstorming. Lancer ChatGPT en mode critique d'idées et puis en mode, on va dire, assistant qui vient te stimuler. Surtout avec l'apparition du mode vocal avancé, sur le brainstorming, ça fait plaisir d'avoir un interlocuteur qui, en plus, est généralement assez, qui peut être qui reste assez positif finalement dans tes idées, puis qui vient pas te. Ouais, c'est vrai qu'il est poli, un peu trop parfois, hein, mais ouais. Utilisation dernière, et ça c'est la fin j'en viens là-dessus en fait. Dernièrement, je l'ai utilisé pour on va dire, produire une partie du contenu d'une grande fresque qui est dans notre hall de visite d'une fromagerie. Production de maroilles bio, d'ailleurs. Le seul maroilles bio, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Donc, une fresque de 3 mètres sur 4, avec une photo qui a été prise du paysage de bocage local, avesnois, avec dessus une photo de vache que j'ai générée. Parce que je la voulais vraiment dans une position particulière. Alors j'ai utilisé Recraft pour le coup, j'ai pas utilisé Midjourney. Ça a très très bien marché. Elle est en 3. Là, la vache elle-même doit faire 2 mètres de haut. La qualité au niveau pixel, c'est top. Imprimé sur du vinyle, autocollé, c'est vraiment top. Et puis toute une série d'illustrations de type BD. Qui retrace un peu le parcours de fabrication du fromage qui est en dessous. Alors cette image, cette photo, c'est cette BD. Au-delà de ça, tout ça a été généré, mais au-delà de ça, en utilisation personnelle, le week-end dernier, j'ai pu générer une musique d'anniversaire, un morceau de rap pour mon fils de 17 ans. Il a été soufflé de la qualité. Il m'a demandé qui est-ce qui chantait. Et l'instru, elle est top. Donc, on arrive là à des carrefours de société où je pense qu'on a tourné une page, même sans apercevoir, assez incroyable sur ce qu'est la créativité, la création, qu'est-ce que c'est que le travail artistique, qu'est-ce qui fait que dans notre production artistique, on peut trouver une patte humaine ou pas. C'est quoi la différence entre la production d'une illustration BD par Recraft, par exemple, ou Midjourney, et une production humaine? J'ai des pistes de réponse. Pour moi, on parle de quelque chose de vivant, mais il y a les droits d'auteur, il y a ces questions philosophiques derrière, il y a des questions sociétales qui sont énormes, que nous, on a peut-être, là je parle à l'Assemblée, on a la chance de connaître en direct aux premières heures, mais qui vont tomber dans la société et qui vont exploser comme une bombe bientôt sociale.
J'arrête là Oui, et je vous oui. remercie de votre Merci. patience. Merci Eric pour ton partage déjà d'expérience. Ça a suscité des réactions sur la conversation. Il y en a même qui votent pour Eric en intervenant à notre prochain débat de DIRCOM pour échanger sur des cas d'usage, des cas pratico-pratiques d'utilisation. Il est 13h08, donc pour ceux qui peuvent rester encore 2 minutes, vu que Mélanie a la main aussi levée, je vais lui proposer de prendre la question. Pour ceux qui doivent nous laisser, je vous remercie pour votre participation, contribution. Si vous pouviez laisser avant de partir vos idées de sujets pour notre prochain débat. Apparemment, pas mal votent pour un deuxième débat sur l'IA et sur des cas pratiques d'utilisation, vu que là, on a posé le cadre. Ça a suscité aussi des réactions. Deuxième niveau d'intervention, des DIRCOM de la communauté qui viennent présenter des cas, des situations pour aider et donner des éclairages concrets. Voilà, laissez-nous vos commentaires dans la conversation pour qu'on puisse ensuite voir si deuxième édition et comment on la colore tous et tout ensemble. Mélanie, c'est à vous de jouer. Dernière question de notre débat. Merci, je vais essayer d'être pas trop longue. Merci à tous pour vos échanges et vos interventions. C'est toujours hyper important de parler de ces sujets. Moi, personnellement, je suis spécialisée en DIRCOM géopolitique et les sujets green. Donc, ta réaction, Juliette, me fait comprendre qu'en effet, il y a encore du boulot, même au sein de nos métiers, pour parler de ça. Et je partage aussi ce côté un peu à quoi bon, et en même temps, la technologie va changer vite et nos consommations et notre énergie, et espérons que ça s'améliore et qu'on aille vers un mieux. Ma question, du coup, c'est très bien de parler de géopolitique. Je pense que c'était très important aussi. Moi, je pense plutôt au côté très pratique de notre utilisation de la com au quotidien. Évidemment, on l'a tous vu aujourd'hui. On peut créer du contenu en quelques minutes, on peut synthétiser en quelques minutes. Enfin, toute la base de notre métier est en train de changer. Et moi, j'avais envie de vous poser 2 questions. On a parlé des tendances pour les prochaines années, des métiers qui vont changer, qui n'existent pas encore. Est-ce que certains d'entre vous ont lu des choses, notamment en ce qui nous concerne pour les métiers de la communication ou peut-être plus globalement? Mais c'est vrai que on est quand même au cœur de ces sujets-là, et du coup, ça peut être intéressant si vous avez des pistes. Donc plutôt donc les perspectives sur les nouveaux métiers liés à la com et l'IA. Et ensuite, plus la partie, donc merci pour la présentation, Antoine, d'Ubi. Moi, personnellement, je suis à mon compte, donc j'accompagne des entreprises en tant que directrice communication. Donc, je n'ai pas forcément les moyens d'avoir un accompagnement privé, et je suis aussi très au fait de cette sécurité des données, donc l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que vous avez des conseils sur d'autres outils qui sont peut-être plus sécurisés, moins utilisés, où en fait on peut quand même bénéficier de cette technologie incroyable tout en protégeant quand même nos données? Voilà, donc parce que c'est vrai qu'on a tous le réflexe ChatGPT, mais il y en a plein d'autres. Perplexity, c'est un outil génial, et peut-être qu'il y en a d'autres. Donc voilà, en gros, les nouveaux métiers et les outils plus sécurisés que ChatGPT. Merci. Merci Mélanie. Est-ce que vous souhaitez interagir sur la réaction de Mélanie pour clôturer le débat? Qui se lance? Armand, je ne sais pas si tu veux y aller ou sinon, juste pour répondre, Mélanie, donc oui, donc si tu es, on va dire, tu travailles de manière autonome, oui, c'est peut-être compliqué de pouvoir, c'est pas que c'est compliqué d'avoir une solution. Eric l'a mentionné tout à l'heure, il mentionnait Copilot. Copilot, c'est une solution Microsoft. On parle des grosses solutions, etc., que certains corporates peuvent se permettre. Oui, on a un positionnement vraiment différent pour pouvoir accompagner plus les SMI, tout type d'entreprise, on va dire. Et donc, on a un positionnement très agressif sur la partie pricing. Après, donc, ça pourrait répondre peut-être à ta demande. Je ne connais pas, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir te donner des alternatives, mais je peux prendre le point et je pourrais éventuellement te faire
faire part d'exemples. Je peux faire un peu de recherche là-dessus sur des solutions qui peuvent répondre à ça. Bien évidemment, des solutions qui, vous l'avez compris, l'utilisation de l'IA générative dans les solutions, mais bien évidemment en gardant l'intégrité de vos données et pas de rendre public effectivement toutes les informations qui vous sont précieuses et qui sont confidentielles. Voilà. Merci. Ok, merci Antoine, merci Mélanie. Je vous propose qu'on clôture notre premier débat entre DIRCOM. Ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a aussi permis d'avoir des décryptages différents, de voir l'IA sous différents angles et effectivement avec ce devoir d'alerte que Carmin a très bien vulgarisé. Je pense que après ce premier tour d'horizon, on a besoin de rentrer encore plus dans le concret et de présenter, comme a pu le faire Eric, des cas d'utilisation. Je pense qu'il y a pas mal de demandes sur le chat. Donc, on va étudier vos réactions et comme on fait habituellement, on vous proposera des idées de sujets pour que ça puisse servir notre communauté de DIRCOM. Avant de nous quitter, Patrick, si tu veux aussi dire un mot. Merci à Antoine, merci à Armin et merci à toute la communauté de DIRCOM mobilisée. On était plus de 80 en ligne pour une première. La grève n'a pas aidé, mais en tout cas, on était un bon noyau dur déjà. Donc, merci à tous et toutes. Merci à tous et également désolé pour les merci, mauvaises également jaunes. merci. Également merci, je pense qu'on a soulevé énormément de questions sociétales, mais également effectivement des questions sur les métiers. Je pense qu'on pourra y répondre lors d'un prochain débat. Je pense qu'il y a une grosse part d'inconnu sur la partie métier. Par contre, sur les outils et sur toutes les questions aussi soulevées par Armin, c'est de la responsabilité aussi des acteurs de l'industrie aussi de rendre des comptes en tant qu'acteurs européens et français. Voilà, cette responsabilité sociale et environnementale, elle est au cœur de nos préoccupations. Donc, ça fait partie aussi du rôle de DIRCOM de soulever ces points. Et voilà, je pense que le côté lanceur d'alerte, il est important aussi pour nos métiers, de réfléchir, de se poser des questions et de solliciter nos COMEX et nos directions. Donc voilà, et puis sur la partie outils, j'ai vu que Mistral a été cité comme outil. Voilà, on va faire des recherches pour vous citer un certain nombre d'outils qui ne sont pas que des gros outils US ou chinois. Il y en a quelques-uns en Europe, il y en a peu, mais voilà, aussi de notre rôle de pouvoir soit les utiliser, soit les faire émerger. En tout cas, merci pour cet échange, pour ce débat. Je pense qu'on a matière à faire beaucoup d'autres débats avec d'autres intervenants et puis multiplier les interventions et les questions. Je trouve que c'était très riche et très enrichissant. Merci Fanny et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Très bientôt.